Bonjour à chacune et à chacun, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlons d'adoption. Certains couples choisissent d'adopter un enfant car ils ne réussissent pas à en avoir biologiquement. D'autres font le choix d'accueillir un autre membre dans leur famille pour agrandir la fratrie. Adopter, pour le pape François, fait partie des formes les plus élevées de l'amour, de la paternité et de la maternité. À La Réunion, immersion auprès des familles en pleine procédure d'adoption, un parcours souvent long et difficile, un chemin fastidieux fait de patience et d'écoute. Des enfants et des parents se sont confiés et nous partagent leurs témoignages. Ensuite, direction la Martinique à la rencontre d'Amandine Gay. Bébé, elle a été adoptée par une famille lyonnaise. Des années plus tard, elle arrive en Martinique à la recherche de son père biologique, une quête vers ses origines qui l'a fortifiée. Dans notre chronique Coup de projecteur sur la religion bouddhiste où un lien de filiation existe entre le maître et le disciple, une relation spirituelle très importante pour arriver à un plein épanouissement. Adopter, accueillir un enfant comme étant son propre fils ou sa propre fille, en prendre soin et le considérer comme un des siens, un membre de sa famille, lui apporter amour, soutien et écoute. Et c'est ce qu'a fait le père adoptif de Jésus, Saint Joseph, un homme discret, presque effacé, qui pourtant a su être présent au quotidien dans la vie de l'enfant Jésus. De quelle façon? Je laisse Luciano vous raconter la suite. Adopter, comme l'a fait Saint Joseph. Ça vous dit forcément quelque chose. Mais venez quand même, je vous embarque dans le récit de vie de cet homme discret et silencieux. Un jour, un homme, le voici, son nom est Joseph. Il est préoccupé par une nouvelle qu'il vient d'apprendre. Voilà que Marie, sa promise, est tombée enceinte avant même qu'ils n'habitent ensemble. Le cœur de Joseph est alors partagé. Que faire ? Il aime Marie, mais il se sent trahi. Une fois endormi, voilà qu'un ange lui apparaît et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Joseph se réveille tout bouleversé. Dieu l'a choisi pour être le père adoptif du Sauveur. Il accueille chez lui Marie et prend soin d'elle durant sa grossesse. Quelque temps plus tard, nous retrouvons Marie et Joseph ici, dans une étable de Bethléem. Marie vient tout juste d'enfanter. Après s'être assuré que toute la famille était en sécurité, Joseph s'endort. Et une fois de plus, un ange lui apparaît en songe. Il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et c'est ce que fait Joseph, sans attendre. Quelques années plus tard, il s'installe à Nazareth. C'est là que Joseph va faire grandir son fils adoptif. On ne sait pas grand-chose de cette vie cachée, mais on peut l'imaginer en train de transmettre avec passion son métier de charpentier. Ainsi, en adoptant Jésus, Saint Joseph est entré dans un chemin d'obéissance et de service. Cet homme juste a été choisi par Dieu pour assurer la protection de son Fils unique. Il a été un tel exemple d'humilité qu'on en parle encore aujourd'hui. Et on en parle encore aujourd'hui parce que Saint Joseph peut être une inspiration pour nos vies, n'est-ce pas Aurélie? Bonjour. N'est-ce pas Muriel? Oui, bonjour. tout à fait. Allez, aujourd'hui, direction l'île de la Réunion, où nous allons plus précisément à Saint-Paul, qui se trouve du côté de l'ouest de l'île. Et nous avons pu nous entretenir avec plusieurs familles. C'est ça. On a donc rencontré, par exemple, Cindy et Damien. On a aussi rencontré Delphine, Mathieu ou Joe. Ils ont tous un désir profond, celui de devenir parents.
Et nous les avons rencontrés grâce notamment à une association. C'est ça, c'est l'association EFA, comme vous le voyez ici, Enfance et Familles d'Adoption. Leur objectif, alors ils sont présents en Guadeloupe et à Mayotte aussi, en plus de la Réunion. Ils veulent guider les candidats à l'adoption et accompagner les enfants adoptés dans leurs interrogations, bien au-delà de la majorité. Et René Vlody, qui est président de l'association qu'on voit ici avec son fils Elliot, nous disait justement que voilà, l'EFA, c'est une petite famille, un refuge en fait pour tous ceux qui se lancent dans ce long parcours du combattant. On les voit là heureux, mais c'est quand même un chemin long et fastidieux. C'est ça. Il faut savoir qu'en France, sur 15 000 familles, seulement 1 500 vont pouvoir adopter chaque année, donc, avec en moyenne 3 ans d'attente. Alors, s'engager dans une démarche d'adoption, qu'est-ce que ça signifie? Comment soutenir ces familles dans leur désir d'accueillir, d'élever et d'aimer un enfant qu'ils attendent pour beaucoup depuis plusieurs années? Reportage d'Anna Bélissance et Renaud Roux. Tu veux quelque chose? Oui, je veux bien un peu d'eau gazeuse, s'il te plaît. Cindy et Damien ont terminé leur journée de travail. De retour à la maison, une autre mission les attend. Ce soir, c'est décidé, ils tentent leur chance, à nouveau, en reprenant leur démarche de demande d'adoption. Ça fait déjà quelques années qu'on essaye d'avoir un enfant. 6 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça ne marche pas. Et on avait déjà commencé à penser à l'adoption l'année dernière. Entre-temps, je suis tombée enceinte, j'ai malheureusement perdu cet enfant. Et du coup, c'est vrai qu'après, on a eu besoin de quelques mois, en fait, pour bien mettre ça à plat. Ça a été le moment presque le plus difficile pour tous les deux. Du coup, maintenant, on se relance parce qu'on est beaucoup plus sûrs de nous. Malgré leur assurance, Cindy et Damien s'engagent dans un parcours dont ils ne connaissent pas l'issue. Les nombreux documents à fournir s'accompagnent de plusieurs entretiens auprès de personnels de santé. Un défi à relever pour avoir enfin la chance d'être parent. On peut y revenir, ça reste positif quand même. Parce que sinon, ça fait un peu peur quand même. C'est chaud. Très chaud. Oui, c'est un grand pas. Est-ce qu'on le remplit maintenant ou est-ce qu'on attend d'avoir vu le psychologue et l'assistante sociale ou l'assistante sociale? C'est pas si simple que ça, mais on veut que ça marche du premier coup, comme tout le monde, hein, je pense. Les pièces... Toutes les pièces, on les a pas. On n'a pas le certificat médical, entre autres. Qu'on fait samedi. On va voir un médecin samedi, oui. Donc, pour nous dire si on est apte ou pas à adopter. En plus de garantir leur capacité à élever un enfant, les futurs parents adoptants font face à des choix auxquels aucun autre parent n'est confronté au cours de sa vie. Sexe, âge, santé et ethnie. Ça paraît simple, hein, c'est juste une page, mais je pense que c'est la page la plus compliquée d'un couple qui voudrait avoir un enfant. Quand on fait les enfants par nous-mêmes, on est tributaire de nous-mêmes, de notre corps, de notre compatibilité, etc. Mais là, on va être tributaire d'autres paramètres complètement extérieurs à nous. 6 à 9 mois, c'est le délai d'attente pour obtenir l'agrément au service d'aide sociale à l'enfance du département, le tuteur légal de tous les enfants réunionnais en attente d'adoption. Et après, à partir de là, ça peut aller de 1 à 5 ans renouvelable. Une grande inconnue, celle avec qui il faudra composer, jusqu'à connaître enfin la filiation, la concrétisation de leurs rêves et les nombreux doutes qui l'accompagnent. On a des bons exemples avec des enfants avec qui ils ne se posent pas la question et pour eux c'est leurs parents et puis point. Mais est-ce que l'enfant au bout d'un moment il ne se posera pas cette question-là et s'éloignera pas du coup? Parce qu'il dira ouais mais vous ne comprenez pas ce que je vis. Ouais, c'est des questions qu'il faut se poser dans tous les cas je pense. La peur du rejet, l'accès aux origines biologiques. Pour que les familles ne restent pas seules face à leurs interrogations, l'association Enfance et Familles d'Adoption organise régulièrement des cafés-discussions. Cindy et Damien tiennent à y participer, rassembler une dizaine d'autres familles en quête de soutien et d'information. J'ai adopté un petit garçon qui avait 2 mois, il y a maintenant 24 ans, il doit être dans le coin. Je veux aujourd'hui partager ce bonheur que j'ai eu en accueillant mon bébé à l'âge de 2 mois. On va essayer de savoir qui vous êtes et pourquoi vous voulez cet enfant. Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est pour vivre le bonheur d'être parent? Voilà. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, quoi. Alors moi c'est Mathieu, Joël et moi on est mariés ensemble et nous sommes à notre 2e réunion café au sein de l'association. On y croit, comme tout le monde. Famille homoparentale, monoparentale, couple marié, avec ou sans enfants, tous souhaitent évaluer au mieux leurs chances de pouvoir adopter un jour. Je dirais pas beaucoup, mais il y a eu des adoptions, effectivement. Et là, pour le seul mois de mars, il y en a eu 2. Ce qui est rare. Il y a un bébé et puis un plus grand, de 6 ans.
Ces enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance ou sont nés sous le secret. Parmi les 100 familles agrémentées à La Réunion, en moyenne seulement une adoption par mois aboutit. Delphine attend de devenir maman depuis 4 ans. Son agrément prend fin dans quelques mois. Comme pour beaucoup de candidats à l'adoption, elle doit renouveler sa demande. Mais on a tous un projet parental et je ne crois pas que ce soit notre sexualité ou notre catégorie sociale en tant que maman célibataire qui compte pour fonder une famille. Il n'est pas toujours facile de trouver la bonne personne. Et nous, les célibataires, on n'a pas toujours une épaule sur laquelle pleurer ou dire ça ne va pas bien. Et du coup, l'association est très importante pour moi. Il faut aussi se préparer au deuil de la parentalité adoptive, ce qui n'est pas tous les jours facile. De se dire que peut-être on ne sera jamais appelé. J'ai 46 ans, je précise au passage, donc du coup, c'est ma dernière chance pour moi. La réforme de 2022 abaisse l'âge minimum du parent adoptant à 26 ans et repousse l'âge maximum à 50 ans. Si ce n'est pas le cas pour toutes les familles, pour René Vlody, président de l'EFA, les 24 années passées avec son fils Elliot ont été remplies d'un bonheur sans difficulté. L'enfant, ce qu'il cherche, c'est surtout d'avoir de l'amour, d'avoir une vie équilibrée. Le moment le plus marquant, c'est la rencontre avec le bébé qui nous attendait à la pouponnière. Ça a été le moment où je l'ai pris dans mes bras, il s'est endormi dans mes bras, donc il ne me connaissait pas. Ça a été le bonheur total, quoi. Dans ce foyer, la clé a été la transparence. Parler de l'adoption avec Elliot n'a jamais posé de problème. À tel point que lorsqu'il est arrivé à l'âge de 6 ans, dans une école catholique, on parle de la famille, hein. Papa, maman, tati, tonton, cousin. Lui, il lève le doigt. Maîtresse, moi j'ai 2 mamans et 2 papas. Il faut le faire à 6 ans. Bon, il a raconté son histoire. Il est né d'une maman qui n'a pas pu le garder. Et aujourd'hui, mon papa et ma maman, c'est René et Annette. Et de ce qui se souvient d'école, il n'y a eu que ce passage-là. Ils ont mieux compris après l'intervention de la maîtresse. Mais effectivement, sur le coup, oui, ça a scotché pas mal de monde. Ça a même fait le tour de l'école. C'est vrai qu'il faut commencer dans les écoles, il faut commencer à dire aux enfants, voilà, l'adoption, c'est aussi la protection de l'enfance. Et les gens comprennent mieux. Ça n'a rien d'extraordinaire et ça n'a rien de négatif. C'est la vie d'un enfant. Adopter, c'est aussi amener l'entourage, la société, à faire reculer les tabous. Elliot n'a pas encore ressenti le désir de retrouver sa famille biologique. La preuve que l'amour parental remplit les cœurs, bien au-delà des liens du sang. Traversons maintenant les océans, direction la Martinique et plus précisément à Fort-de-France. Nous allons rencontrer le père Sostène Godjo. Bonjour père Sostène, vous êtes donc prêtre à la paroisse Saint-Antoine de Padoue et psychologue clinicien. Alors, une première question, dans la religion catholique, on dit que l'homme est adopté par Dieu. Est-ce que c'est une particularité chrétienne? C'est tout homme, c'est tout homme. Qui est créature de Dieu et adopté par Dieu. Et en Jésus, comme on le lit dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, le verset 5, Jésus est venu afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Donc, nous sommes tous en Jésus, fils et filles de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption, comme on le lit dans Romains 8:15, un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Donc, il est notre Père, qui nous adopte et que aussi nous adoptons en croyant et en ayant confiance en lui. Et justement, Père Sostène, en faisant de son fils Jésus un enfant adopté sur terre par Saint Joseph, quel message est envoyé à l'humanité? Comme l'a dit le pape tout à l'heure, c'est que c'est désormais la filiation par adoption qui est beaucoup plus forte que la filiation simplement par, je dirais, le sang et l'appartenance simple. Parce que là, il y a la liberté qui exerce un choix de confiance. Et donc là, il y a un choix, on choisit d'eux. Et c'est fort, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Quand il disait à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, il le dit aussi en même temps à nous aussi, en Jésus désormais. Et nous, notre retour à Dieu, c'est notre foi, c'est notre confiance. Alors, si je vous suis bien et que nous sommes tous, en tout cas tous les hommes, sont enfants adoptés de Dieu, est-ce qu'on a un devoir et ou une responsabilité envers lui? Notre devoir, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, la foi et je dirais l'adoration, c'est-à-dire de retrouver cette union originelle que nous avions. Nous venons de Dieu. Nous sommes créés par des séparations. Et Dieu va séparer la terre, Dieu va séparer l'os de l'homme pour que la femme advienne. Donc, c'est une séparation par amour et qui favorise l'unicité.
Mais l'homme a fait, lui, une séparation par manque de confiance, le péché originel. Et du coup, la souffrance est née à ce moment. Mais avec Jésus-Christ, voilà, désormais, nous revenons à la séparation par amour. Donc, nous nous abandonnons à Dieu, le don de soi. Et c'est ce que Dieu attend de nous, je pense, que nous nous donnions l'un à l'autre, qu'on se donne pour les autres, comme Jésus l'a fait, et que nous nous donnions aussi à lui, parce que lui, le premier, nous a tout donné. Et si je comprends bien, ce que vous dites, c'est pour essentiellement les hommes croyants, mais les hommes incroyants, comment ils peuvent se retrouver dans ce que vous dites ? Je pense que même celui qui ne croit pas, il fait des adoptions aussi. Il adopte ses amis, il adopte sa famille. Même quand on est né, on est fils adoptif de par le sang ou on a engendré par le sang. Il faut aussi se recevoir et s'accepter dans la vie. Donc, je pense que le processus d'adoption concerne tout le monde. Maintenant, ça dépendra de la relation que la personne a, bien sûr avec la transcendance ou pas, qui nécessitera comment lui le vit et comment il l'exprime dans son quotidien. On parle dans la Bible de l'orphelin, beaucoup, comme étant une personne dont on doit prendre soin. En quoi est-ce que c'est une démarche chrétienne que d'adopter ? C'est une démarche chrétienne que d'adopter parce que tout le monde qui naît a besoin d'amour, a besoin de cocon, de cocon affectif, a besoin de cercle d'appartenance. L'homme est un être de relation par essence. Donc nous tous, nous avons besoin de ce cocon et s'il y a un enfant qui ne l'a pas parce qu'il est orphelin, alors tout chrétien est invité, donc tout croyant est invité lui offrir ce cocon-là. Et c'est dit, je pense clairement dans la Bible en Siracide 4:10, sois comme un père pour les orphelins et pour leur mère, sois comme un mari, alors tu seras comme un fils du Très-Haut. Il t'aimera plus que ta propre mère. Et en Jacques 1:27, visiter les orphelins. C'est-à-dire, c'est important que ensemble, dans la famille des enfants de Dieu que nous sommes, tout le monde puisse trouver cet amour, cette protection, cette sécurité, de se sentir aimé, d'exister, d'avoir sa place. En dehors du thème de l'adoption, nous sommes tous plus ou moins confrontés à l'abandon ou au rejet. Quelles clés pourriez-vous donner aux téléspectateurs pour mieux vivre certains événements de la vie, comme par exemple une séparation, un deuil, ou le fait de ne pas pouvoir retrouver la trace de ses parents biologiques, par exemple ? Nous sommes des blessés par amour. Et si nous avons vécu des abandons, alors les blessures sont encore plus graves et peuvent générer beaucoup d'autres problématiques de la quête. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre conscience. Et après, m'inspirant, moi, de mes valeurs, je dirais que en Dieu, nous avons tout ce qu'il faut, si nous avons la foi. Alors, si nous n'avons pas peut-être la foi encore, mais de profiter de tout ce que la vie nous donne pour pouvoir rebondir. La quête d'identité, la quête de filiation est tout à fait normale. Mais il ne faudrait pas que cette quête s'enracine dans un passé qui nous pose des questions dont nous n'avons pas les réponses et qui nous détruisent, mais plutôt dans un présent et qui nous permet de choisir, je vais encore utiliser le mot, d'adopter la vie que nous avons et de chercher à adopter de bonnes personnes qui puissent nous permettre de nous élever. Merci beaucoup, Père Sostène Godjo, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes prêtre de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Fort-de-France et psychologue et clinicien. Et nous ne partons pas bien loin, puisque nous allons toujours en Martinique, toujours à Fort-de-France, mais dans un autre quartier de Fort-de-France, puisque une de nos équipes a rencontré une femme qui n'a pas hésité à aller sur la terre de ses origines. Elle a été adoptée lorsqu'elle était bébé. Voilà, c'est ça. Alors cette femme, regardez, c'est Amandine Gay, donc elle est autrice et réalisatrice. Elle a grandi près de Lyon. Amandine, c'est un porte-parole sur de nombreux sujets comme l'afroféminisme ou encore l'adoption, bien sûr. Elle a écrit un livre et réalisé un film sur ce thème en donnant la parole aux adoptés. Et lorsqu'elle a su qu'elle pouvait retourner sur la terre de ses origines, elle n'a pas hésité, elle y est allée. C'est ça. Alors, regardez, là, on voit Amandine avec sa mère adoptive.
Elle n'a jamais pu retrouver ses parents biologiques. Ça, c'est une histoire avec laquelle elle est aujourd'hui en paix. En revanche, il est très important de s'ancrer dans le présent, comme dirait le père Sosthène, pour découvrir ses terres d'origine qui sont le Maroc et la Martinique. Dès qu'elle a appris qu'elle était d'origine martiniquaise, elle me disait qu'elle était allée directement à un concert de Cassav, le groupe mythique martiniquais, où elle s'est sentie donc en communion avec un peuple qui lui ressemble. Et nous avons eu la chance de la suivre lors de son premier séjour sur l'île dont est originaire son père biologique. Alors, comment investir son identité lorsqu'on a été adopté et qu'on a si peu d'informations sur les premiers mois de sa vie? Reportage de Lucie Marguerite et Fabien Lheureux. Moi, j'ai mon gros caractère parce que j'ai toujours su que je pouvais dire tout ce que je voulais, que j'étais très libre. Qu'elle était la meilleure. Ouais, c'est vrai. Que j'étais très intelligente. Qu'il ne fallait pas écouter ceux qui lui disaient le contraire. Voilà. Je m'appelle Amandine Gay, j'ai 38 ans, je suis réalisatrice, autrice en Martinique pour la première fois. Trop bien. Moi, je m'appelle Marie-Claude Gay, j'ai 71 ans et je suis donc la maman d'Amandine. La naissance, on ne peut pas la raconter du tout, puisqu'elle est née sous X à Lyon. Et nous, on l'a rencontrée pour la première fois, elle avait 3 mois et demi. Des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais nous, on n'a pas beaucoup d'éléments de notre histoire qui nous appartiennent qu'à nous. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un truc de genre, quand je serai majeure, je vais aller connaître mon histoire, mais je voulais y aller toute seule. Donc, j'ai grandi en sachant que ma mère de naissance était d'origine marocaine. Puis ça a été confirmé quand j'ai été voir mon dossier à 18 ans, parce qu'on peut quand même aller voir son dossier quand on est né sous le secret, mais souvent, il n'y a rien dedans. C'est le monument aux morts de ceux qui sont morts à l'armée. Tu vois, regarde, reconnaissante à ses fils morts pour la France. Quand vous êtes noir, tout le monde vous demande toujours d'où vous venez. Donc quand vous êtes adopté et que vous êtes né sous le secret, on vous pose une question à laquelle vous ne pouvez jamais répondre. Donc c'est un peu pénible. Et du coup, je dis souvent, je ne sais pas si la société m'avait posé moins de questions, peut-être que ça aurait été moins important pour moi. Mais entre le racisme et les questions des autres, c'est sûr que moi, j'ai eu envie de savoir. Ça va? Ça va être. Ça va bien. La DEPAF, c'est l'association départementale d'entraide aux personnes accueillies en protection de l'enfance. Donc, en Martinique, nous avons fait le choix de prendre en charge les enfants de 14 à 30 ans. On apporte un soutien financier, social, professionnel et aussi on apporte une vie en communauté. Donc, tu as été adoptée très jeune, du coup. Oui, et donc je suis à 35 seulement avec les tests ADN que c'était français de la Martinique. Je trouve que c'est important aussi de parler des questions de protection de l'enfance, de montrer comment l'adoption, c'est comme un grand monde. Et puis, à 3 ans, j'ai vu que j'avais effectivement un demi-frère qui était originaire de la Martinique. Du coup, c'est ma mère qui a proposé, en fait, de nous offrir un voyage en Martinique pour que, voilà, on découvre justement la terre de nos ancêtres. J'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi et qui, lui, c'est une autre histoire puisque c'est un enfant qui était placé et il a grandi en Martinique. Moi, j'étais très contente de venir et mon frère n'a pas voulu revenir, lui, parce que il a quitté pas de son plein gré à cause du placement quand il était petit. Et puis, peut-être que c'est pas toujours le bon moment pour tout le monde au même moment de venir découvrir ses origines. C'est vraiment un grand monument fort d'histoire de la Martinique, donc voilà. Elle est vraiment belle. Ouais. J'aime beaucoup. Et merci de me faire visiter. Et je t'en prie, je t'en prie. C'est trop chouette. Mais oui, c'est sûr que moi j'ai une curiosité et puis une envie de voir les choses qui pourront être construites ici dans le futur. Mais un intérêt aussi parce que maintenant je viens d'Amérique du Nord. Maintenant je suis à 4h30 de la Martinique, donc les allers-retours vont être plus fréquents. Ouais. Et l'adoption est une notion aussi très importante dans le bouddhisme, mais là, il ne s'agit pas d'une relation entre parents et enfants, mais plus d'une relation qui existe entre le maître et son disciple. C'est ça. Alors Muriel, pour commencer, on peut dire que le bouddhisme, pendant 2500 ans, a été transmis de maître à élève. Donc cette relation, elle est fondamentale. Les maîtres spirituels, on les appelle les lamas en tibétain. Regardez, c'est écrit ici. Voilà, ça vient du la qui veut dire divin, élevé, et du ma qui veut dire mère. C'est la mère, la maman. Le lama est même presque plus important que les parents biologiques qui nous donnent la vie puisqu'ils nous donnent naissance en tant qu'êtres spirituels. Et si je comprends bien, est-ce qu'ils sont presque considérés comme des dieux ? C'est ça. En fait, c'est justement la manifestation du divin sur Terre, le lama. Il devient même presque plus important que Bouddha lui-même, qui est si lointain et inaccessible aujourd'hui pour les humains. Le lama est donc une sorte d'icône vivante dont la présence et la sagesse nous montrent le chemin pour atteindre cet éveil spirituel.
C'est une relation spirituelle essentiellement et c'est aussi une adoption réciproque. Lama élève, élève lama. Exactement, exactement. L'adoption n'est pas unilatérale dans le bouddhisme entre maître et disciple. Ils se choisissent mutuellement par un processus d'observation parfois long et complexe. Ça peut durer plusieurs années. La recommandation traditionnelle pour un disciple, c'est de rencontrer plusieurs maîtres pour trouver le guide qui lui convient. D'accord, donc l'enjeu pour le disciple est d'atteindre l'éveil spirituel, mais quel est le risque pour le lama? Alors, le risque, parce que l'adoption d'un disciple est définitive, c'est qu'il l'entraîne en fait sur les chemins lointains de l'éveil. Leurs destins sont liés éternellement à travers ce que les bouddhistes appellent le dhamtik, c'est le lien initiatique, c'est l'engagement le plus fort. D'ailleurs, pour le consacrer, le lama et le disciple vont devoir prêter serment, prononcer des vœux lors d'une cérémonie pour sceller ce lien indestructible. Et si le maître peut guider le disciple vers l'éveil, il peut aussi l'en détourner. Et de la même manière, le disciple peut empêcher le maître lui-même d'atteindre l'éveil en le perturbant ou en le contaminant par ses propres passions. D'accord, donc jusqu'ici on a vu, c'est une relation d'adulte à adulte, donc de lama à disciple. Est-ce qu'il existe un exemple concernant les enfants? Oui, ce sont les monastères qui peuvent adopter les enfants. Vous avez dû voir le film Little Buddha, Muriel. Oui. Voilà. Ça fait longtemps. Eh bien, à la mort d'un lama, la mission de ses disciples, justement, c'est de trouver la réincarnation de leur maître. Ça s'appelle un tulku en tibétain. Donc, pour reconnaître leur lama, les moines vont, par exemple, disposer devant un enfant entre 3 et 5 ans des objets qui ont appartenu au défunt. Et s'il fait les bons choix, il est reconnu comme le nouveau lama. Donc, l'enfant tulku est alors adopté par le monastère et il quitte le domicile de ses parents biologiques pour poursuivre le chemin initié par son incarnation précédente. En résumé, adopter dans le bouddhisme est avant tout symbolisé par la relation spirituelle qui lie le lama à son disciple ou le maître à son élève. C'est un lien filial, indestructible, qui doit durer jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait atteint l'éveil. Merci Aurélie. Et si vous souhaitez vous documenter, voici quelques pistes qui pourraient vous intéresser. Amandine Gay, découverte dans notre portrait du jour, a écrit un livre autobiographique qui s'appelle « Une poupée en chocolat ». Un article lui est également consacré sur le portail Outre-mer La Première, avec des interviews audio qui vous permettront d'en savoir plus sur la vie de cette femme et sur son regard sur la société. Vous pouvez également vous rendre sur le site du Jour du Seigneur, car il y a un reportage qui est consacré aux enfants appelés Fahamou, que l'on peut traduire littéralement par enfants nourris par d'autres, des enfants souvent élevés par des membres de la famille, une tradition polynésienne ancienne de plusieurs siècles et qui perdure encore aujourd'hui. Vous savez, Muriel, dans le temps longtemps, on dirait à La Réunion. En temps longtemps en Martinique. En temps longtemps en Martinique, l'adoption était beaucoup plus répandue en Outre-mer. Une adoption informelle, intrafamiliale le plus souvent. Quelle a été votre expérience avec l'adoption? Venez nous le raconter sur notre site internet tousfrères.tv et nos réseaux sociaux. Merci Aurélie. Et avant de nous quitter, je vous emmène en Polynésie. Taina a vécu dans l'Hexagone. Elle raconte à son amie son retour à Tahiti, sa terre d'origine. Pour elle, l'adoption est une richesse et une grande histoire d'amour, en espérant que leurs échanges sauront vous inspirer tout au long de la semaine. À bientôt. Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Tu m'en parlais qu'en tahitien et en fait, je comprenais rien. Tout le monde pensait que j'étais d'ici et en fait, je venais de loin. Je comprenais rien. Je parlais pas le tahitien. Du coup, ouais, j'étais pas à l'aise. Pourquoi tu étais gênée d'avoir été adoptée? Ah non, pas d'avoir été adoptée, ça m'a jamais gênée. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, il y en avait beaucoup qui me disaient « Oh, la pauvre !» Alors que pas du tout, parce que la chance que j'ai eue, du coup, c'est d'avoir 2 cultures différentes. C'est une richesse pour toi? Oui, carrément, parce que la première fois que je suis venue, j'avais 27 ans, je connaissais personne. Quand je me suis posée, descendue de l'avion, les odeurs, tout ça, j'avais l'impression que je connaissais déjà. Alors que pas du tout, parce que j'ai pas grandi ici. C'est ma famille biologique qui est venue me chercher à l'aéroport et en fait, c'était que des têtes étrangères. Mais ouais, je sentais que j'étais à ma place ici. Tu te sentais pas à ta place en France? Ah si. J'ai toujours eu de la chance parce que dans ma famille adoptive, on m'a jamais considérée comme une enfant étrangère.
J'ai toujours grandi comme si j'étais née avec eux. Et ici, ma famille biologique, en fait, pour eux, j'ai toujours existé. Donc, pour mes frères et sœurs, j'étais déjà la petite sœur qui vit en métropole. Et ça me fait 2 familles et de l'amour des 2 côtés.